Bien, chers collègues, nous avons le plaisir cet après-midi d'accueillir Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour évoquer vos priorités pour votre ministère et le projet de loi de finances 2025. Nous examinerons demain pour avis les crédits de la mission Cohésion des territoires. Le Premier ministre a annoncé pouvoir et devoir faire plus pour lutter contre le changement climatique et tous les risques qu'il entraîne à travers une écologie de solutions qui aurait pour priorité de valoriser les initiatives des communes, départements et régions. Il vient de présenter le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Les collectivités devront décliner ces objectifs dans l'ensemble des documents de politique publique. Comment envisagez-vous, Madame la Ministre, de mettre en œuvre cette écologie de solutions en lien avec les collectivités ? Quelle méthode allez-vous mettre en place pour construire une planification de la transition écologique avec tous les territoires ? Comment valoriser le lien de solidarité écologique entre territoires urbains et ruraux ? Les élus locaux sont en première ligne face aux conséquences de plus en plus perceptibles du réchauffement climatique. Il faut maintenant prendre en compte une perspective de plus 4 degrés d'ici 2100 pour la France. Comment comptez-vous travailler à la grande conférence nationale sur l'eau et aider les collectivités à affronter les besoins immenses auxquels elles font face aujourd'hui en matière de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations ? L'un de vos premiers déplacements officiels a été pour le Congrès national des maires ruraux en Côte d'Or. Les élus ruraux font continuellement part d'un sentiment d'abandon des pouvoirs publics et de leur désarroi face à une complexité croissante des normes qui s'imposent à eux. Comment dynamiser les instruments actuels pour les petites villes et les zones rurales pour offrir à tous nos concitoyens un socle minimal de services indispensables à la vie quotidienne, commerce de proximité, santé, transport, éducation. Les membres de la commission auront de nombreuses questions. Madame la ministre, à commencer par les rapporteurs des crédits ou des missions d'information sur l'adaptation de l'aménagement des territoires au changement climatique ou sur l'évaluation de la loi créant l'Agence nationale ANCT. Nous souhaitons aussi travailler sur la zéro artificialisation nette, ZAN, et le renforcement de l'accompagnement des élus. Le Premier ministre a annoncé vouloir faire évoluer de façon pragmatique et différencier la réglementation. Le Sénat demande à revoir la méthode. Quelle est votre position sur la mise en œuvre du ZAN et sur les propositions d'assouplissement formulées par le Sénat ? Quel dialogue engagez-vous avec les associations d'élus locaux sur ce sujet ? Rappeler l'importance de l'objectif du ZAN me paraît fondamental. Madame la ministre, je vous cède la parole, puis nous passerons aux interventions des groupes et aux questions des députés. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis évidemment ravie d'intervenir devant votre commission sur ce thème de l'aménagement du territoire dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Vous le savez, l'action territoriale de l'État est essentielle au développement des territoires et bien sûr doit être préservée, y compris dans des contraintes budgétaires fortes. Je n'insiste pas sur le contexte très particulier dans lequel ce projet de loi de finances a été élaboré. Vous le connaissez par cœur et chacun a dû vous en parler. Pour autant, l'aménagement du territoire repose sur la contractualisation comme sur l'expertise et sur l'appui. Le programme aménagement du territoire dans ce contexte demeure un élément fondamental et dans la mesure du possible, j'ai souhaité le protéger au mieux car il est le ferment du rôle de l'État au plus proche de nos concitoyens. Vous avez, Madame la Présidente, à l'instant parlé des maires ruraux. Il est évident qu'il est extrêmement important qu'on puisse être à leur côté avec un soutien quotidien aux collectivités, aux élus et ce, quel que soit le territoire, avec bien évidemment présent à l'esprit cette notion de différenciation, qu'il s'agisse bien évidemment des élus de territoires qui peuvent être évidemment de montagne, des territoires du littoral, territoires insulaires, mais aussi, on ne va pas oublier nos plaines qui méritent également tout notre intérêt. Donc l'action se développe sur deux axes. D'abord la démarche contractuelle et partenariale. Le programme aménagement du territoire
porte la part de mon ministère au contrat de plan État-région et au contrat de réussite de transition énergétique. Alors, l'extension des paiements des précédentes générations conduit à une réduction budgétaire qui rend cette part minoritaire, mais on ne doit pas occulter que le programme 112 porte une partie des financements des pactes territoriaux, soit l'action spécifiquement dédiée à l'État à un espace territorial particulier sur la base de problématiques scientifiques spécifiques qui permet à l'État d'intervenir de façon ciblée là où nous devons aller. Par exemple, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, l'un des territoires les plus pauvres de France, où l'État investit aux côtés des collectivités pour retrouver un avenir pour les habitants. Également, une démarche d'expertise et d'appui aux citoyens, aux élus, aux collectivités, qui passe aussi bien par les moyens portés en propre par la Direction générale des collectivités territoriales que par l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et qui ne se limite pas aux moyens que lui consacre le programme 112. L'agence est aussi porteuse, vous le savez, de politiques d'intervention et pour le compte d'autres programmes budgétaires et donc d'autres administrations. J'ajoute un élément supplémentaire de complexité qui est que pour ce qui concerne les maisons France Service, le programme est également le réceptacle d'un fonds de concours pour le cofinancement de ces structures abondé par différentes administrations. Donc en résumé, je coordonne, mais différentes administrations sont en charge de ces programmes. Et d'ailleurs, l'intitulé de ce programme est à cet égard assez clair: coordination et impulsion de la politique d'aménagement. Nous ne nous contentons pas de gérer un programme budgétaire, mais on essaie d'unir les moyens et les bonnes volontés. La proximité au cœur des programmes développés par mon ministère, la question est l'effet de levier, la capacité à entraîner des mouvements de fond dans la transformation et la consolidation de notre politique territoriale. L'objectif, c'est bien sûr le service public au plus près des Français. L'État, vous le savez, depuis plusieurs années, a développé plusieurs dispositifs qui ont fait leurs preuves, portés notamment par l'ANCT. Je voudrais donner quelques exemples. La proximité avec les habitants, ce sont les maisons France Service, qui place la quasi-totalité de nos concitoyens à moins de 20 minutes d'un lieu où ils peuvent être accueillis, accompagnés. Et j'insiste sur le nombre d'opérateurs, puisque nous trouvons 11 opérateurs dans les maisons France Service. À partir de 2025, nous en aurons 12 avec l'arrivée des URSSAF. Et donc, on a à ce moment-là plus d'1 million de contacts chaque mois. Donc des personnes qui viennent dans les maisons France Service et qui repartent avec des réponses. On a un taux de satisfaction qui est supérieur à 85%, donc vraiment un intérêt tout particulier pour nos concitoyens. Le coût des maisons France Service, 65 millions d'euros consacrés à cette action vitale dans l'esprit de service qui nous anime. Et très concrètement, nous allons continuer la trajectoire de progression décidée en 2023 avec 5 000 euros de plus par maison, et nous valoriserons particulièrement les zones rurales avec 5 000 en plus, ça fait 5 plus 5, 10 000 supplémentaires pour les maisons qui sont dans France Ruralité Revitalisation. Elles bénéficieront donc de 50 000 euros chacune. C'est plus du tiers des crédits du programme 112 qui y sont consacrés. La proximité avec les élus, c'est l'offre d'ingénierie. Aucun territoire ne doit se sentir exclu de l'appui technique, aucun territoire ne doit se sentir privé du développement de son projet parce qu'il n'aurait pas les moyens de monter le projet. C'est la vocation de l'offre de service dont l'ANCT est l'intermédiaire. L'offre d'accompagnement qui est à la main des préfets. Je rappelle que les préfets, sous-préfets sont les délégués territoriaux de l'ANCT pour leur donner réellement la conduite de l'action de l'État. Cette offre a permis l'accompagnement de 2271 projets, dont 747 en 2024, pour l'appui à l'élaboration d'un projet de territoire, pour le montage ou le pilotage d'opérations des projets de mobilité ou de revitalisation pour des contrats de réussite de transition écologique. Donc des projets qui, évidemment, permettent d'avoir une réponse en matière d'ingénierie, plusieurs moyens de répondre à ces besoins. D'un côté, le CEREMA, les agences techniques ou par des prestations de marché, puisque chaque année, l'ANCT a un marché ouvert qui permet de pouvoir décliner pour tel ou tel territoire une prestation d'ingénierie. Cette offre représente 39,7 millions d'euros en 2024, dont 16 millions totalement déconcentrés auprès des préfets. Vous avez ensuite le dispositif Village d'avenir. Ce sont 2532 projets de 12 à 18 mois, d'abord portés par des communes de moins de 3500 habitants, sur 95 départements, financés par l'État, animés par 100 chefs de projet qui ont été recrutés par l'ANCT. 20 ont été recrutés par le CEREMA. Au premier trimestre 24, le coût est de 8 millions d'euros. Petite ville de demain, plus de 1600 collectivités, pour la plupart rurales, engagées pour 5 ans, donc jusqu'en 2026, avec près de 3 milliards d'euros portés par l'État directement ou via ses agences. 1187 d'entre elles ont signé une opération de revitalisation des territoires.
Plus de 900 chefs de projet sont financés par l'État et ses partenaires à hauteur de 75%. Enfin, Action Cœur de Ville, c'est le soutien aux communes de 10 à 100 000 habitants dans une politique partenariale décentralisée déconcentrée qui déploie des aides en ingénierie et en investissement pour rénover les logements, les commerces et les espaces publics des cœurs de ville en mobilisant les partenaires que sont Action Logement, l'ANA ou encore la Banque des Territoires. 245 communes sont retenues dans le programme pour 9,2 milliards d'euros d'ores et déjà engagés. 274 431 logements subventionnés, notamment au travers MaPrimeRénov', 29 412 réhabilités ou construits par Action Logement, 513 locaux commerciaux soutenus par le Fonds de restructuration des locaux d'activité dans 51 villes, 233 villes couvertes par une opération de revitalisation des territoires ou encore 954 dossiers soutenus par le Fonds vert pour près de 400 millions d'euros. Enfin, territoire d'industrie, c'est le volet territorial de la politique industrielle qui repose sur l'accompagnement des bassins d'emploi les plus industriels dans leur stratégie de développement. Il en existe aujourd'hui 183 associant 630 PCI et représentant plus de 2 millions d'emplois. Territoire d'industrie, ce sont 2500 opérations, 70 millions de fonds verts dédiés. Aucun territoire ne peut être abandonné. Et quand vous disiez, Madame la Présidente, que certains maires, certains territoires ruraux se sentent de plus en plus abandonnés, on voit là l'importance du rôle des sous-préfets sur des notions de bassin de vie vécu qui permettent effectivement que le sous-préfet soit celui qui accompagne, qui oriente finalement le maire, les élus, vers le meilleur soutien possible. Je crois qu'on a là cette notion de guichet unique départemental qui est en quelque sorte le sous-préfet avec sa capacité à orienter le maire vers les dispositifs qui correspondront le mieux à la demande. Et ça, c'est le soutien au territoire financé par le programme 112. Je pense que le dispositif France Service a rencontré son public. C'est en tout cas ce que disent les élus sur le terrain. Un visiteur sur 5 a mené des démarches liées à sa retraite auprès de la CARSAT ou de la MSA. Autant s'est préoccupé de cette identité avec France Titres ou la NTS. 17% ont échangé avec la CPAM sur des sujets concernant leur santé. 13% ont compté sur la CAF et France Travail pour leur démarche de solidarité et d'insertion. 12% étaient en rapport avec la DGFiP pour évoquer leurs impôts. Je n'oublie pas non plus la Poste, le ministère de la Justice, l'ANA et Chèque Énergie qui apportent également leurs compétences au quotidien. Alors maintenant, moi, je suis évidemment extrêmement vigilante à ce que nous puissions valider, vérifier, suivre ce qui se passe dans les maisons France Service pour être certain que l'offre correspond à la demande de nos concitoyens, que la qualité de l'information qui est apportée correspond aux attentes, puisque je le répète, les personnes qui sont à l'accueil de France Service ne sont pas celles qui font les dossiers au fond. Les dossiers au fond sont bien évidemment faits par les représentants des différents organismes qui viennent tenir permanence avec évidemment des capacités de prise de rendez-vous tout à fait importantes. À titre personnel, moi je suis favorable à ce qu'on puisse travailler avec des entreprises qui jouent déjà un rôle sur les territoires qui pourraient aller plus loin. Je pense par exemple à la Poste, je pense à d'autres réseaux comme ceux par exemple de la SNCF qui ont parfois des locaux sur nos territoires et qui pourraient être aussi des lieux d'accueil et qui permettraient là encore d'avoir des réseaux à disposition de nos concitoyens. Je crois que la bonne articulation des actions repose en fait sur l'action des services déconcentrés de l'État parce qu'ils ont à la fois la connaissance des plans, des programmes pour lesquels évidemment ils sont en capacité de faire du lien. Enfin, je me permets d'insister sur le lien entre les différentes collectivités. Je vous parlais d'ingénierie tout à l'heure. Je crois qu'il est important, par exemple, de regarder le lien entre la commune et l'intercommunalité. Régulièrement, les intercommunalités ont des capacités d'ingénierie qui peuvent peut-être être mises à disposition de chacune des collectivités de l'EPCI, parce que je pense qu'il est aussi important que nous soyons vigilants à ce que l'offre d'ingénierie soit effectivement bien utilisée et que nous n'ayons pas une offre qui soit dupliquée à plusieurs reprises et qui, quelque part, pourrait être utilisée pour d'autres dispositifs. Et c'est en cela que je crois que le suivi, les méthodes sont importantes pour s'assurer qu'elles sont évidemment les plus performantes possibles. C'est aussi le sens d'une contractualisation qui est régulièrement évaluée. Je crois qu'il s'agit là d'un gage d'efficacité. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Nous allons donner la parole aux orateurs des groupes et nous démarrons avec Madame Julie Lechanteux pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre. Le rapporteur général de votre budget n'a pas pu s'empêcher de le souligner. La politique menée depuis 7 ans par les macronistes à l'égard des collectivités n'est pas bonne. Accordons-le à votre gouvernement, il parvient au moins à faire sur ce point l'unanimité. L'unanimité contre lui. Cette mauvaise politique qui conduit à un conflit entre les collectivités et l'État va nuire à l'aménagement du territoire. Le projet de loi Finances 2025 est une injustice. Un État qui emprunte pour son fonctionnement vient sanctionner des collectivités qui, elles, n'empruntent que pour leurs investissements. La politique de courte vue du gouvernement s'illustre par l'amputation dont va être victime le programme dédié à l'impulsion et la coordination de la politique d'aménagement du territoire. Son budget a fondu de presque 40% entre 2024 et 2025, de 398 à 248 millions d'euros. Des millions d'euros en moins pour la sécurité, les infrastructures, la réindustrialisation de nos territoires. La cohésion des territoires vise pourtant à rapprocher nos concitoyens de leurs services publics et à redynamiser nos villes, nos villages, nos campagnes. La baisse de l'investissement pour l'aménagement ne nous assure que d'une seule chose, l'indispensable démétropolisation dont la France a besoin n'aura encore pas lieu sous ce gouvernement. Des métropoles hypertrophiées vont continuer de gonfler tandis que la France périphérique, celle des oubliés, va continuer de se dépeupler faute d'investissements sérieux. Comment croire, comme vous l'avez dit la semaine dernière, aux élus de la région Sud, que seules 450 collectivités seraient concernées par les réductions du budget? Il est évident que la diminution drastique des crédits va toucher l'ensemble du territoire. Les conséquences en cascade de cet abandon par l'État sont lourdes. Désertification des campagnes, perte d'attractivité, destruction d'emplois, augmentation de l'insécurité, car oui, les collectivités en sont réduites à pallier les carences de l'État en matière de sécurité. Tout ça alors que vous prévoyez de matraquer durement d'impôts nos compatriotes. Toujours plus de taxes pour toujours moins de services publics. Vous affirmez que le terme partenariat dans l'intitulé de votre ministère ne serait pas qu'un slogan. Permettez-nous d'en douter. Derrière le ton sirupeux prônant le partenariat et le dialogue se cache une réalité brutale. Notre groupe Rassemblement national tient à dénoncer ici les conséquences graves que ce budget va avoir pour la cohésion de nos territoires. Madame le ministre, les collectivités ont besoin d'une vision à long terme et cohérente pour mener leurs investissements. Lors des dernières élections, le RN, lui, a proposé une direction claire, un plan de rationalisation des agences publiques de l'État et une simplification du millefeuille territorial. Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, alors permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de ton sirupeux, il y a un ton de réalité et je pense que nous sommes nombreux à être des élus locaux et l'expérience des élus locaux nécessite qu'on travaille sur le fond et qu'on soit là avec le plus grand sérieux et avec un ton de respect de chacune des collectivités, de chacun des élus. Et ça, c'était, je crois, un élément extrêmement important et on n'est pas là pour endormir les élus locaux, on est là ensemble pour regarder quelles solutions nous pouvons trouver. Maintenant, deuxième élément, 450 collectivités, pourquoi? Parce que je ne vous refais pas la situation budgétaire du pays, vous la connaissez. La question, elle est celle d'une situation budgétaire difficile qui nécessite de faire des économies. À partir de là, vous connaissez la volonté qui a été celle proposée par le Premier ministre, c'est de dire économie. Et quand vous m'interpellez, Madame la députée, sur les agences, je vous réponds oui, Madame la députée. Dans le domaine qui est le mien, je vais effectivement faire le tour de chacune des agences parce que depuis 30 ans, il y a effectivement un phénomène d'agencialisation qui peut probablement nous interpeller. Maintenant, une fois encore, tout n'est pas acheté avec... on ne va pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Il y a probablement des agences qui ont montré le bien fondé, d'autres qui probablement n'apportent pas ce qu'on avait imaginé. D'où la nécessité de suivi pour regarder le coût, l'effectivité et ce que l'on peut faire. Deuxième élément, la notion des normes. J'avais mis en avant le travail qui a été celui de Boris Ravignon, qui est un maire d'un territoire rural et difficile,
qui est celui de Charleville-Mézières et de la communauté d'agglomération. Dans son rapport, il y a des propositions concrètes. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de faire une mission pour que d'un rapport, on devienne réalité. On regarde ces normes à travers le prisme du coût pour regarder quand elles coûtent, ce qu'elles n'apportent pas et regarder comment on peut les supprimer. Deuxième élément concret qui me paraît extrêmement important. Troisième élément, sur les crédits. Évidemment, il y a des économies, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, pourquoi 450 collectivités? Parce qu'il y a effectivement les régions, les départements, les EPCI et les communes. Ce qui a été pris au départ, ce sont les collectivités qui avaient plus de 40 millions d'euros de budget. Ensuite, les collectivités qui étaient des collectivités qui ne recevaient pas la DSU, des collectivités qui ne participaient pas au FPIC, puisque celles-ci ont par définition des indices de fragilité qui, évidemment, ne leur permettent pas d'accompagner la situation de redressement des politiques publiques. Et c'est comme cela qu'effectivement, nous arrivons à une approche qui est une approche aux alentours de 450 communes. Enfin, pour collectivités. Enfin, autre point important sur lequel je voulais revenir, nous avons sanctuarisé la DETR, la DSIL, et je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire que l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des collectivités sont de bons gestionnaires. J'étais moi-même présidente d'un EPCI jusqu'en janvier dernier et la durée de remboursement de ma dette était de 2 ans en investissant 130 millions d'euros par an sur un budget de 500 millions. Donc je vous rassure, je vois comment ça fonctionne et je suis très attachée comme vous à cette logique-là parce que c'est celle qui permet d'aller sur l'investissement, ce qui est la meilleure réponse pour garantir l'aménagement de notre territoire. Enfin, je me permettrai de conclure en disant que je crois qu'il est important que nous essayions les uns et les autres de ne pas opposer urbanité et ruralité, parce que nous avons dans les deux cas des besoins. Maintenant, dire qu'il y a des territoires qui ont absolument besoin qu'on regarde comment on retravaille avec eux, je pense à certains départements, et je pense par exemple, pas très loin de chez moi, au département de la Haute-Marne, où dans certains cantons, le premier employeur, c'est la maison de retraite, oui, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a urgence à trouver des réponses. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Jean-Michel Brard. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Au nom des députés du groupe Horizon et Indépendants, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la présentation qui vient d'être faite et j'en profite également pour vous féliciter, Madame la Ministre, pour votre nomination. Vous êtes vous-même une élue locale et c'est une très bonne nouvelle eu égard des enjeux actuels. J'aimerais vous interpeller sur 2 sujets. Le premier concerne la loi de finances 2025. Notre groupe lucide sur la nécessité que les collectivités territoriales participent à la maîtrise des dépenses publiques dans cet exercice budgétaire, mais cette participation doit être juste. Le dérapage des dépenses publiques provient principalement de l'État et des organismes de sécurité sociale. Les collectivités territoriales sont mises à contribution. Pourtant, si leur poids est faible dans la dette publique, 8% en 2023, elles sont le premier investisseur public pour 60%. Il ne faudrait donc pas que les efforts demandés aient pour conséquence de gripper les investissements avec des répercussions sur l'économie locale. D'autant qu'ils sont nécessaires pour accroître la résilience de nos territoires au changement climatique, pour relever les défis de la transition écologique, de la mobilité, du logement, de la santé, tout en garantissant une bonne qualité de service aux citoyens. Cela est indispensable pour les personnes les plus isolées et les plus faibles. Il ne faudrait pas non plus que les efforts demandés pénalisent les bons gestionnaires. Nous pourrions améliorer le dispositif en introduisant un système de bonus pour verser un supplément de dotation d'investissement aux collectivités qui maîtrisent leurs dépenses de fonctionnement. Les économies seront d'autant mieux effectuées qu'elles sont consenties. Une autre inquiétude sur laquelle je souhaite attirer votre attention, Madame la Ministre, concerne le statut des élus locaux. Le désengagement de l'État envers les collectivités, les transferts de compétences sans moyens associés et sans marge de manœuvre dans un contexte d'inflation de normes et de réglementation sont problématiques et ne facilitent pas la tâche des élus locaux. Dans les communes rurales en particulier, les élus franchement dévoués, quasi bénévoles et multicasquettes portent à bout de bras ce que représente la République dans ces territoires. À 18 mois des municipales, force est de constater que les vocations se font de plus en plus rares, les difficultés sont nombreuses, certains élus démissionnent. Cela est inquiétant pour l'avenir de notre démocratie locale. À titre d'exemple, dans mon département de Loire-Atlantique, la maire d'une petite commune se trouve dans une situation ubuesque. Après la démission d'un adjoint, puis le décès d'un deuxième, il ne reste plus que 2 adjointes femmes.
Si le conseil municipal souhaite maintenir une municipalité avec 3 adjoints, il faut un élu de sexe masculin. Mais il n'y a aucun candidat, alors qu'une élue du sexe féminin a toutes les compétences pour remplir ce rôle. Madame la ministre, n'est-il pas temps de se pencher avec courage et détermination sur les conditions d'exercice des mandats locaux et sur le statut de ces élus? Pourriez-vous, avant les prochaines élections municipales et très rapidement, porter cette réforme pour l'avenir de notre démocratie représentative de nos territoires? Je vous en remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, plusieurs éléments. Alors effectivement, sur le dérapage des dépenses publiques, je rappelle quand même bien évidemment qu'on se souvient dans les causes des filets de sécurité, on se souvient de la hausse de la DGF, qui d'ailleurs est soclée. Ça a été un des éléments clés en post-Covid. Derrière, il est clair que le coût de sortie de crise est très élevé et je mesure ce que vous dites sur effectivement la difficulté d'associer les collectivités et effectivement l'importance des collectivités sur l'investissement local et notamment tout ce qui concerne les entreprises de nos territoires. Et je sais, comme vous, combien il est important pour elles qu'elles puissent évidemment continuer à travailler sur nos territoires. Je dois vous dire que la copie qui a été remise à votre Assemblée est ce qu'on peut appeler une première copie qui nécessite d'être travaillée dans le cadre du débat parlementaire. C'est ce que nous avons évoqué avec Laurence Saint-Martin en séance publique, pas plus tard que jeudi matin, lors du débat que nous avons eu, parce qu'il y a clairement des domaines sur lesquels nous pouvons continuer à travailler. Je pense notamment à une mesure qui est celle de la rétroactivité du FCTVA, qui incontestablement interpelle de nombreux élus, et je le comprends tout à fait, et je pense que le travail parlementaire va nous permettre d'avancer sur le sujet. Sur votre proposition concernant le statut des élus locaux, pour être très clair avec vous, je dois vous dire que pour avoir échangé avec le Premier ministre, nous allons vous proposer dans les semaines qui viennent, une fois évidemment que les textes budgétaires seront achevés, de travailler sur ce dossier en proposant effectivement un texte. On repartira probablement de la proposition de loi qui a été votée par le Sénat, ce qui permet d'avoir un texte qui ensuite pourra être amendé, qui est la proposition de la ministre déléguée aujourd'hui, mais sénatrice hier, Françoise Gatel. Et j'ai particulièrement, vous avez raison, c'est un codicile, si vous me permettez cette expression familière, j'ai parfaitement ce problème en tête qui est celui qui, à la base, était probablement voulu par les parlementaires comme étant un élément positif de parité, que dans un EPCI, une personne démissionnaire soit remplacée par quelqu'un du même sexe, mais on se retrouve très rapidement, j'ai le cas moi dans mon EPCI, avec des gens qui sont montés, qui ne peuvent pas remplacer, et donc votre territoire est moins bien représenté au sein de l'EPCI parce que vous avez un élu de moins. Donc c'est typiquement quelque chose qu'il faut que nous puissions corriger. Alors est-ce qu'on pourra le mettre dans le texte sur le statut de l'élu sans être en cavalier? Je laisse aux parlementaires l'ingéniosité qui permettra de le faire. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Danielle Brulbois. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre présentation. Dans le titre du vaste ministère que vous avez l'honneur de diriger, le mot partenariat correspond bien à votre méthode de travail. Écoute, dialogue, suivi et contractualisation, et à votre expérience d'élu local. Nous savons combien vous êtes attaché à l'amélioration du cadre de vie dans nos communes, des transports, de la ruralité, sans lesquels, comme vous l'avez dit, notre République ne serait pas ce qu'elle est. Mais nous le savons, dans le contexte budgétaire de la France, l'État et les collectivités doivent faire l'inventaire de leurs dépenses pour dépenser de façon plus précise et plus efficace. Le PLF 2025 prévoit un effort de 5 milliards d'euros concentré sur les 450 plus importantes collectivités, avec pour critère la bonne gestion. Pouvez-vous nous dire comment ce critère sera établi? Nos collectivités aussi sont inquiètes sur le financement de leur fonctionnement et de leur investissement. Vous venez de nous rassurer sur les montants pour 2025. Et j'ajoute que depuis 2017, jamais les collectivités n'auront été aussi aidées. En ce qui concerne la DGF, son calcul s'est vraiment complexifié. Il reste peu lisible pour nos élus locaux. C'est la même chose pour les fonds de péréquation, le SPIC. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait agir sur le cloisonnement aussi des diverses dotations d'équipement des territoires ruraux, de la dotation de soutien à l'investissement des départements, des SID, des CIL, auxquels s'ajoute aujourd'hui un nouveau dispositif, le Fonds vert? Nos élus ont besoin de clarté et de simplification dans l'enchevêtrement des compétences, des financements et autres appels à projets. Envisagez-vous, Madame la Ministre, une refonte de ces dispositifs?
Je sais votre investissement pour le dispositif France Ruralité Revalorisation et pour que les 2000 communes qui étaient en ZRR et qui en étaient exclues soient réintégrées. Et je vous en suis vraiment reconnaissante pour le Jura. Cela concernait 200 communes et c'est un dispositif vraiment efficace et utile à nos territoires ruraux. Sur la NCT, je pense que nous avons des marges de progression car dans nos départements ruraux, beaucoup de communes ne l'ont pas encore vraiment identifié. En ce qui concerne les France Services, vous l'avez dit, c'est un véritable succès qui rapproche les services de nos concitoyens. Pouvez-vous rassurer aussi les élus sur la part de financement de l'État? Et enfin, sur le statut de l'élu local, comme mon collègue, je voulais vous interroger, mais vous avez répondu. Et merci donc, Madame la Ministre, vous aviez promis une discussion, donc vous avez tenu parole. Ça me paraît urgent et nécessaire. Et merci donc à vous de reprendre le texte du Sénat. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Madame la présidente, Madame la députée Danielle Brûle-Bois, plusieurs éléments. Donc, en ce qui concerne le PLF 2025 et les différents critères, donc je vous l'ai dit, l'idée, c'est la base, ce sont les communes qui ont un budget supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Ça, c'est la base pour démarrer l'étude du dossier. Ça concerne régions, départements, établissements intercommunaux et communes. Ensuite, on applique des indices de fragilité. Ces indices de fragilité, c'est le fait d'être bénéficiaire du FPIC ou c'est également le fait d'être bénéficiaire de la DGF. Pour les départements, sont sortis les 20 départements qui ont la situation financière la plus dégradée, qui sont des départements dont malheureusement la situation est vraiment extrêmement préoccupante et c'est la raison pour laquelle ils n'entrent pas dans ce critère. Voilà la manière dont le travail s'est fait. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, nous sommes encore en train, évidemment, de travailler tout au long du débat budgétaire pour regarder l'ensemble des éléments. Donc, le principe, c'est un prélèvement de 2% des recettes réelles de fonctionnement de ces collectivités que je viens de nommer. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ce que vous avez bien voulu évoquer, effectivement, sur la DGF, beaucoup sont les élus qui mettent en avant le manque de lisibilité, voire des critères de la DGF qui sont des critères qui ne correspondent plus aux réalités. C'est la raison pour laquelle il y avait un travail du comité des finances locales qui avait été démarré en 2024, qui ont été interrompus par, comme vous le savez, la dissolution. L'idée, c'est de reprendre ces travaux parce que, incontestablement, il y a besoin de revoir l'ensemble de ces éléments et c'est typiquement le genre de travaux qui doivent être faits avec le comité des finances locales, avec les élus. Il n'est pas question que ça soit fait exclusivement par l'administration sans les élus. Il y a également une réflexion, vous avez mis en avant les différentes dotations des CIL, des ETR, fonds verts. Il y a effectivement une réflexion autour de l'ensemble de ces dotations et c'est d'autant plus vrai qu'elles sont de plus en plus utilisées pour des logiques qui sont des logiques de verdissement et qui correspondront aussi, et ça répond à un des points soulevés par Madame la Présidente tout à l'heure, c'est incontestablement une des volontés du gouvernement de Michel Barnier que d'aller de plus en plus vers le verdissement. Vous vous souvenez dans la déclaration de politique générale, dette publique, dette environnementale. Et donc, quelque part, l'idée, c'est probablement d'avancer. On aura à travailler sur ces sujets, peut-être à terme sur une logique d'approche globale avec finalement des subventions qui vont dans tous les domaines autour d'un aménagement plus vert de notre territoire. Ça fait partie des sujets que nous devons travailler. Enfin, comment est-ce qu'on peut aborder tous ces sujets et il y a un élément, tout à l'heure je parlais du rapport Ravignon, il y a également le rapport d'Éric Woerth qui fait différentes suggestions et que nous aurons à retravailler. J'ai échangé avec Éric Woerth pas plus tard que la semaine dernière. Il y a là aussi incontestablement des éléments que nous pouvons travailler dans une logique de décentralisation ou de déconcentration dans les semaines et mois qui viennent. Merci Madame la ministre. Pardon Madame la Présidente, oui.
J'ai également pas répondu sur le rôle de l'ANCT pour redire que tout préfet est le délégué territorial, évidemment, de l'agence, que le nombre de chargés de mission a été doublé, que ces chargés de mission sont également formés et évalués. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Ercilia Soudet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, fin septembre, après votre prise de fonction, vous avez déclaré au Congrès des régions de France que vous n'opposeriez pas les finances de l'État à celles des collectivités locales et que l'intitulé de votre nouveau portefeuille ministériel marquait la volonté d'Emmanuel Macron d'ouvrir un nouveau chapitre du partenariat avec les collectivités. Alors excusez-moi Madame la Ministre, mais était-ce le concours du plus gros mensonge ? À peine délesté de sa fonction de ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire s'en est pris aux collectivités en indiquant justement qu'elles étaient la cause principale du déficit en France. De plus, le budget 2025 est bâti comme un budget anti-collectivité et anti-service public. Alors, à juste titre, les gens veulent savoir à quoi servent leurs impôts. Il y a 2 semaines encore, vous avez annoncé pas moins de 6,5 milliards d'euros en moins pour les collectivités, grevant ainsi leur budget investissement pour leurs infrastructures. Vous-même, qui avez été présidente d'intercommunalité, comment pouvez-vous accepter cela ? Vraiment, les bras m'en tombent. Alors bon, je n'attends bien sûr pas de réponse de votre part à cette question qui est purement rhétorique, car tout le monde peut voir que c'est dans l'ADN de ce gouvernement et de ses prédécesseurs que se trouve la casse de nos biens communs. En ponctionnant dans le budget des collectivités et interco, vous empêchez notamment toute action qui irait dans la lutte pour la préservation de l'environnement et contre le changement climatique. Je prends le cas de ma Seine-et-Marne, où encore récemment, des catastrophes naturelles importantes ont eu lieu, à Lagny-sur-Marne, à Compan ou encore à Crécy-la-Chapelle, que ce soit des inondations ou le gonflement des argiles dans le sol. Les collectivités luttent trop souvent seules contre ces phénomènes pour répondre aux besoins des habitants. Alors je parle aussi de ces collectivités auxquelles on demande de faire appliquer aux citoyens un tri exemplaire des déchets, mais pour qui les budgets d'investissement dans des infrastructures de tri sont insuffisants et qui se rabattent sur de l'incinération simple sans aucune valorisation. Ou de ces collectivités comme à Le Pin ou Vaujours qui font face seules, avec du budget en moins, au défi des pollutions engendrées par les déchets qui sont enfouis dans leur sol. Rendez-vous compte qu'à Courtry, les habitants eux-mêmes ont renommé la rue qui longe le site du fort de Vaujours la rue du cancer. Et alors, c'est sans parler non plus du manque d'investissement financier qu'entraîne la baisse de ce budget de collectivité sur la mise en place des aires d'accueil des gens du voyage partout en France, les condamnant à l'errance quand ils ne sont pas obligés à être parqués sur des sites insalubres, pollués, comme à Nemours où Madame Lacroute, maire de la ville, les a fait chasser alors qu'ils habitaient sur place depuis 30 ans. Enfin, mon propos ne serait pas complet sans parler des problèmes de transport que subissent une grande majorité de Français, notamment en Seine-et-Marne. L'État a dépensé des milliards main dans la main avec Valérie Pécresse pour le transport des touristes d'affaires, des riches, avec le Charles de Gaulle Express, ralentissant ou stoppant tous les autres projets de rénovation des infrastructures, rendant pratiquement inopérant le RER B par exemple. En Seine-et-Marne, c'est simple, on galère à se rendre au travail et pendant les vacances ou les week-ends, eh bien, nous sommes privés de sortie. Les faits sont têtus, Madame la Ministre. Au concours du plus gros mensonge, donc vous êtes indubitablement une excellente compétitrice. Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la députée, moi je ne fais pas de concours, j'essaie simplement de répondre à des sujets. Et très concrètement, aujourd'hui, j'ai expliqué dans toutes les assemblées d'élus auxquelles je suis allée, donc c'est bien de regarder l'ensemble de ce qu'on dit, pas juste un élément. J'ai dit partout que j'étais totalement non solidaire de ce qui avait été mis en avant sur le déficit causé par les collectivités. Donc je pense que si vous voulez, quand on cite quelque chose, autant le prendre en entier. Et j'ai à chaque fois redit que l'une de nos difficultés est notamment liée au fait que très concrètement, quand on gère une collectivité, tous les élus locaux le savent, on a évidemment un budget de fonctionnement. Et ce qu'on n'utilise pas dans le budget de fonctionnement, c'est rien d'autre que notre capacité d'autofinancement. Et c'est avec ça qu'on finance la plupart de nos investissements. Et que malheureusement, dans la lecture Maastricht du déficit budgétaire, on prend les investissements des collectivités. Et que c'est l'un de nos sujets clés. Et qu'en d'autres termes, quand on regarde la capacité d'investissement des collectivités, jamais, et je l'ai dit dans mes premières réponses, jamais je ne dirais que les collectivités, et notamment villes, EPCI ou départements, sont de mauvais, ou régions d'ailleurs, je peux mettre les 4, sont de mauvais gestionnaires. Donc il n'y a pas d'histoire de mensonge, je l'ai dit, redit, et je vous le redis une fois de plus. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est celle de la situation financière du pays, la volonté du Premier ministre et du Bloc central de s'attaquer au sujet qui est celui de la dette du pays. Cette dette du pays qui est dans une situation où potentiellement on a
un sujet qui est le coût de cette dette, 55 milliards d'euros. C'est le deuxième budget après celui de l'éducation nationale. À partir de là, il y a effectivement une réflexion qui est la réflexion sur comment est-ce qu'on arrive à faire moins de dépenses, puisque c'est cela qu'on nous demande, d'où 20 milliards pour l'État, d'où 15 milliards sur le budget de la sécurité sociale, d'où 5 milliards avec les collectivités. À partir de là, il ne s'agit pas d'une casse de biens communs, il s'agit de regarder comment effectivement on arrive les uns et les autres à participer à l'effort. Maintenant, vous parliez du sujet du tri des déchets. Il y a dans nombre de collectivités une taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec un budget unique. Et dans ce budget, un budget annexe, pardon, et dans ce budget annexe, il y a normalement la capacité à garder justement de quoi investir pour derrière pouvoir investir sur des conditions de tri qui permettent d'avoir des réponses. C'est ce que font les collectivités sur nos territoires avec des aides, y compris des aides de l'État et des aides des organismes. Sur le sujet des aires d'accueil, je comprends la problématique que vous avez bien voulu évoquer. La vraie difficulté, c'est comment, vous parliez du terme partenariat, comment est-ce qu'on arrive à discuter entre les élus d'un côté et les représentants des gens du voyage de l'autre, parce qu'effectivement, on a, une difficulté pour trouver des locaux, et deux, on a des difficultés de cohabitation. Peu de riverains acceptent d'avoir à côté de chez eux une aire d'accueil des gens du voyage. Je crois qu'il faut avoir la réalité en face et regarder comment on peut trouver des solutions dans le dialogue. Enfin, sur le sujet du transport, je me permettrai de dire que la région Île-de-France est la seule région de France qui a bénéficié au moment du Covid d'une subvention pour l'amélioration de son organisation, alors que les autres territoires ont fait l'objet d'une avance remboursable. C'est dire si l'Île-de-France a quelque part été mieux accompagnée que d'autres territoires. Merci Madame la Ministre. Monsieur Stéphane Delautrette. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer dans l'atteinte des objectifs de neutralité carbone de la France à 2050 et tout cela est inscrit, je le rappelle, dans la stratégie nationale bas carbone. Alors la bonne nouvelle, il y en a une, c'est qu'elles investissent déjà massivement en faveur de la transition écologique. Selon l'I4C, les investissements des collectivités territoriales en faveur du climat ont continué d'augmenter en 2023 pour atteindre 10 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 50% depuis 2017. Donc les collectivités prennent largement leur part de responsabilité sur cette dynamique, mais faut-il encore fortement l'accélérer ? Selon la même étude de l'I4C, les besoins d'investissement des collectivités en faveur du climat dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l'énergie sont estimés à minima à 11 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an en moyenne d'ici 2030 par rapport à 2022. Et si j'osais dire, c'est là que le bât blesse, Madame la Ministre, à l'heure où les collectivités doivent investir encore davantage pour nos générations futures. Le message envoyé dans le PLF, vous en conviendrez, n'est pas en cohérence avec les objectifs. D'une part, je le rappelle, vous envisagez de réduire la capacité des collectivités à adapter leur territoire en leur demandant 5 milliards d'euros d'efforts, et je ne parle pas de l'augmentation des 4 points de cotisation CNRACL et de la prévoyance obligatoire qui vont nécessairement générer un effet ciseau, mais je veux aussi parler de la baisse des 1,5 milliard du fonds vert, qui pourtant a été largement plébiscité pour enclencher la transition environnementale, et je pourrais aussi parler de la baisse des crédits de l'ADEME sur le fonds chaleur, 500 millions d'euros, des agences de l'eau pour 130 millions d'euros, donc autant de crédits qui ne seront plus au profit des collectivités pour conduire leurs projets. Alors Madame la Ministre, comment justifier de ces baisses ? Je voudrais parler aussi du report modal. L'I4C met en évidence aussi la nécessité de renforcer les investissements sur les déplacements, sur le report modal. Or, là aussi, les crédits alloués au verdissement du parc automobile, les 800 millions d'euros d'économies annoncées dans le domaine ne sont pas un signal positif envoyé au secteur. Je pourrais parler des Serm, dont on s'interroge beaucoup de leur financement, puisqu'aujourd'hui, ce qui est prévu au CPER ne permet guère que de financer les études
préalable. Et je pourrais bien évidemment aborder la question du ferroviaire d'une manière beaucoup plus large, où là encore, il n'y a pas une circonscription sur laquelle n'est pas mis en évidence les manques d'investissement dans le domaine. Donc, Madame la Ministre, les collectivités et les citoyens sont en attente de réponses sur ces sujets-là. Comment comptez-vous les aborder à l'avenir ? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, je partage le constat d'I4C que vous avez bien voulu évoquer. Alors, plusieurs messages que je voulais partager avec vous. Déjà, en ce qui concerne le fonds vert, alors effectivement, sur le budget 24, était affiché 2,5 milliards. Vous savez comme moi que la réalité n'a pas été 2,5 milliards, puisque dès le début de l'année 24, il y a eu un gel du fonds vert. Et d'autre part, si je regarde la consommation fonds vert de l'exercice 2023, on était à 1,7 milliard. Donc, si vous me permettez, quand je regarde la différence, finalement, là, on a 1 milliard, on a un delta de 700 millions. Je vous l'accorde bien volontiers, monsieur, et ça ne me réjouit pas que de vous le dire, mais bon... incontestablement, on est sur cet élément qui est un élément, je ne vous cache pas, qui est difficile. Sur le sujet des reports modaux, moi je travaille effectivement avec le ministre des Transports. L'objectif, c'est d'être effectivement sur une cohérence qui nous permette de continuer sur les SERM et avec l'AFIT, avec des lignes qui sont très attendues, sur d'autres projets qui sont financés sur d'autres budgets. Je vais prendre un exemple. Quand je regarde Marseille en grand, par exemple, sur les crédits qui ont été affichés, un des sujets qui me paraît extrêmement important, c'est par exemple le sujet de la gare Saint-Charles et la capacité qu'on peut avoir d'aller travailler avec le sous-sol de façon à pouvoir permettre l'accueil des TER, ce qui nous permet d'avoir à ce moment-là, dans cette région, qui est la région de France dans laquelle on a le moins d'alternatives à la voiture, des réponses qui sont des réponses de TGV qui, derrière, sont irriguées par un réseau TER qui apporte des réponses très concrètes aux habitants. Donc, on le voit, effectivement, on a là un travail qui reste un travail important. Maintenant, si je prends finalement la DSID, si je prends le fonds vert, si je prends les DPV, j'arrive à 2 milliards d'euros de subventions. Et donc, j'ai un verdissement qui, quand même, se poursuit en 2025. Et je pense qu'on a un autre élément que je dois mettre en avant, c'est qu'on a, dans le cadre du débat budgétaire, une réflexion sur le versement mobilité. Parce que le versement mobilité, c'est une capacité pour les régions, pour les agglos organisatrices de transport, de pouvoir poursuivre, avec probablement un codicile que l'on proposera à la représentation nationale, qui sera de le lier à l'investissement. En d'autres termes, on est bien à ce moment-là sur des augmentations qui seraient des augmentations liées à une évolution du réseau, ce qui permettrait de continuer une offre alternative tout à fait importante pour le déplacement de nos concitoyens. Et je pense là aux transports longs du quotidien, qui sont précisément ceux qui permettent de rapprocher ruralité, urbanité, qui sont celles et ceux qui font en moyenne 80 km par jour pour aller travailler. Très bien, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je donne la parole à Jean-Pierre Tête. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, dans un contexte où les fractures territoriales s'accentuent, le projet de loi de finances 2025 se veut un outil de reconquête territoriale marqué par un soutien affirmé à la cohésion des territoires. Le programme 112, Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, et le programme 162, Intervention territoriale de l'État, illustrent cette ambition, malgré des choix budgétaires difficiles dans un cadre de redressement des dépenses publiques. Cette réduction nécessaire de 149 millions d'euros doit être une opportunité pour repenser l'efficacité des dispositifs financés par l'État. Le rôle de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, est préservé, mais elle doit s'appuyer davantage sur l'ingénierie locale existante, à la disponibilité des acteurs territoriaux tels que les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les CAUE, ou la Banque des territoires. Par ailleurs, le renforcement du financement de France Services témoigne d'une approche pragmatique et ciblée pour répondre aux besoins spécifiques des territoires ruraux tout en garantissant une meilleure proximité des services publics.
Le programme 112 vise à renforcer la cohésion territoriale et sociale en France en soutenant les collectivités locales dans leurs projets de développement et en assurant un accès équitable aux services publics. Il se compose de plusieurs volets d'intervention, notamment à travers des contrats pluriannuels avec les régions et les territoires, et en fournissant des outils d'ingénierie pour accompagner les projets des collectivités, contrat de plan État-région, pacte de développement territorial ou plan France Ruralité. Les baisses budgétaires s'expliquent par la fin des engagements des précédents contrats, certains engagements des générations précédentes de contrats État-région, notamment 2007-2014 ou 2015-2020, arrivant à leur terme, entraînant une réduction des crédits nécessaires pour ces programmes. La rationalisation des crédits d'intervention, l'État ajuste les financements en se concentrant sur des projets prioritaires ou déjà engagés, réduisant ainsi les nouveaux investissements. L'achèvement de certains dispositifs, certains programmes spécifiques, comme ceux liés à la transformation des sites de défense, ex-contrat de redynamisation, ont atteint leur objectif, réduisant ainsi les besoins en crédit. Ayant, comme vous, un parcours d'élu local, Madame la Ministre, de maire et de président de BCI, je me permets de vous alerter sur les montants de la mise à contribution des collectivités au redressement des comptes publics, tels que le PLF 2025 les prévoit. Depuis 2012, vous l'avez vécu, la baisse des dotations est drastique. Je vous donne l'exemple de Loire-Forêt Agglomération, l'un des EPCI de ma circonscription, avec 87 communes et 113 000 habitants, où l'estimation du montant de la contribution est de 1,1 million d'euros. Une ponction de 1 million sur le budget de fonctionnement, c'est très souvent 1 million d'investissements qui sont menacés. Ces points de vigilance énoncés, le groupe de la droite républicaine votera le budget proposé par cette mission. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député, de mettre en avant la volonté qui a été celle du gouvernement, dans un contexte de baisse de budget, de financer tous les programmes prioritaires. Et vous avez raison, c'est un exercice extrêmement difficile et je ne peux que, évidemment, reconnaître que l'exercice est difficile pour les collectivités. Nous avons connu Cahors, nous avons aujourd'hui une demande qui est une demande d'effort non négligeable, et d'autant moins négligeable que nous sommes dans une période du mandat, j'en suis très consciente, qui est une année 5. Alors on pourrait se dire, à certaines époques, une année 5, c'était déjà presque la fin des investissements. Là, les mandats ayant été commencés pendant le Covid, on glisse beaucoup plus, et il y a pas mal de projets qui s'étaleront jusqu'à peut-être même début 26, voire mi-26. Et c'est la raison pour laquelle vraiment le gouvernement a essayé de préserver tous les programmes prioritaires, cœur de ville, petite ville de demain, territoire d'industrie, village d'avenir, France Service, tout ce qui pouvait générer des réponses concrètes aux besoins des communes et qui, par là même, générait encore les financements dont elles avaient besoin. Donc ça, c'est vraiment l'élément important à retenir. Derrière, évidemment, je ne peux pas nier qu'il y aura un effort de chacune des collectivités concernées. Maintenant, je le redis, dans le cadre de la discussion budgétaire, il y a des objets sur lesquels nous sommes ouverts et j'oserais dire que j'essaie d'en avoir pour chacune des strates. J'ai parlé de la rétroactivité du FCTVA. Je suis très consciente qu'il y a des communes qui potentiellement peuvent avoir pris un crédit relais en se disant dans 2 ans, j'aurai le remboursement du FCTVA. Bon, et ça, c'est vraiment un sujet, je ne cache pas que c'est vraiment un sujet qui me préoccupe et sur lequel je souhaite qu'on puisse trouver une solution très concrètement. Bon, on a d'un côté le sujet pour les régions du VM, ou pour les autorités organisatrices, on a probablement un petit sujet autour des DMTO dans certains cas. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions dans un contexte difficile pour assouplir au maximum et accompagner les communes au mieux. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Marie Pochon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. En juin 2023, le précédent gouvernement lançait son plan France Ruralité. Nous, écologistes, accueillons à l'époque avec enthousiasme une telle initiative. Enfin, on allait prendre en compte les difficultés propres au monde rural, 88% du territoire national dans la décision politique. Nous ne demandions pas l'aumône. Nous vous parlions des kilomètres de routes sinueuses qu'il nous faut emprunter pour avoir accès à l'école de nos gosses quand la classe n'a pas fermé, au bureau de poste ou au commerce le plus proche.
des rendez-vous médicaux qu'on ne prend plus, faute de médecins, des élus locaux qui se démènent dans vos coupes budgétaires pour gérer les urgences et le temps long, des agents France Service qui nous dépêtrent de nos dossiers d'aide avec si peu de moyens, de la connexion Internet en berne, du réseau téléphonique parfois inexistant. Madame la ministre du partenariat avec les territoires, j'espérais par ce plan, quand je rentre dans les 240 communes rurales de ma circonscription, entre Luce-la-Croix-Haute, Mirabel-aux-Baronnies et Grignan, pouvoir dire à toutes celles et ceux qui y vivent que nous comptions autant au cœur de la République. Pourtant, les logiques de métropolisation et de concentration des services continuent de dessiner une France à deux vitesses. Je pourrais vous parler des 30 millions d'euros par an qui sont budgétés pour les navettes, la structuration du covoiturage, du transport à la demande, l'autopartage sur l'ensemble de nos espaces ruraux, des 2 milliards du plan vélo supprimé. Je pourrais vous parler également de la suppression prévue de 4000 postes d'enseignants et des 1925 écoles qui pourraient disparaître, des élus qui se sentent abandonnés, lâchés face au transfert de compétences non accompagnés de budget, de la régulation de l'installation des médecins que vous refusez, des secrétaires de mairie qu'on peine à recruter, des alertes sur les baisses de crédit destinées au maillage postal, d'une DGF qui ne comprend pas le poids de la gestion des espaces, des catastrophes climatiques qui s'abattent sur nos territoires et face à cela, des 1,5 milliard de financement au fonds vert supprimés, soit 60%, en vous enorgueillissant d'avoir renforcé de 75 millions le fonds Barnier en parallèle. Il va falloir faire beaucoup avec peu, nous avertissait monsieur le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Comment lui expliquer, comment vous expliquer que c'est ce que font nos petites communes depuis toujours? Plus 4 degrés d'ici à 2100. Là, Madame la Ministre, avec les coupes sur la mission cohésion des territoires et sur les collectivités pour 2025, vous leur demandez désormais de renoncer. Les centaines de milliers de doléances des gilets jaunes que vous avez archivées contiennent certes des colères, mais aussi tant de réalisations et d'espoir. Si un jour les conseillers de M. Barnier vous y donnent accès, vous y lirez des merveilles d'innovation démocratique, d'engagement pour la transition écologique, pour l'égalité des droits, pour ces millions d'actions de solidarité que savent tisser nos concitoyens et élus locaux quand ils doivent pallier l'absence de l'État. Madame la Ministre, quelles actions allez-vous mettre en place pour résorber la fracture territoriale et permettre aux petites républiques que sont nos communes de se sentir enfin soutenues par la grande? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée. Alors déjà, quand on parle de France Ruralité, la première chose qu'on peut se dire, c'est que les communes rurales ne sont évidemment pas concernées par les 5 milliards d'économies. Alors, je suis prudente dans ce que je dis, elles ne le sont pas évidemment S-qualité de communes, elles ne le sont pas S-qualité de PCI. Pour autant, je mesure qu'il y a des départements qui peuvent être concernés et qu'il y a des régions qui peuvent être concernées. Je ne suis pas là pour minimiser les choses, hein. Je suis tout à fait consciente de ça. Après, quand on regarde le plan France Ruralité, les 100 chefs de projet qui ont été nommés, ils sont là et eux, il n'y a pas de sujet, ils sont financés. Non, mais je vais prendre les différences. Non, mais madame, je prends les différences éléments et j'essaie de vous répondre. Donc déjà, ces chefs de projet, ils sont là et ils ne vont pas bouger, ils sont financés et il n'y a pas de sujet. Sur les maisons France Service, je le disais tout à l'heure, je le redis, elles sont en moyenne à 20 minutes de distance et surtout, parmi les maisons France Service, il y a des bus. Il y a 100 bus dont l'objectif, c'est précisément qu'on soit dans une logique d'aller vers et où là, on n'est même pas à 20 minutes parce que dans la ruralité, pour peu que cette ruralité soit montagnarde, pour prendre un exemple de difficulté d'accès, bien évidemment, il y a une nécessité. Donc là, on a vraiment cet élément qui existe et c'est aussi une mission qui est une mission de l'ANCT. Donc là-dessus, les budgets sont là, vont continuer. Sur le sujet de tout ce qui concerne les difficultés climatiques, là-dessus, la DSEC, qui est la dotation qui sert à cela, évidemment, de toute manière, sera abondée. Il n'est pas question de laisser ces villages seuls face aux difficultés. J'ai répondu la semaine dernière à un de vos collègues qui est élu en Ardèche. Il est évident qu'on suit chacune de ces communes et que les réponses seront là. Quand on regarde maintenant, toujours dans le plan France Ruralité, la rénovation des logements, la notion de l'accompagnement des appartements remis en location, puisque là comme ailleurs, il y a des sujets de logement, les 5 000 € par appartement, ça continue et l'air de rien, c'est une démarche qui est financée, les budgets sont là pour l'exercice 25. On a 100 médicobus qui sont financés, donc on a 2640 maisons de santé potentiellement créées. Donc
le dispositif ne s'arrête pas. Et j'oserais dire que précisément, s'il y a un domaine sur lequel on veut aller plus loin, c'est bien celui-là, dans cette notion qui est celle d'accompagnement des Français. On sait parfaitement que 75%, pour donner un exemple, quand on met 75% des maisons France Service en ruralité, c'est bien parce on est conscient de cette nécessité d'accompagnement et de maillage du territoire. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on est très conscient du sujet et qu'il y a aujourd'hui, à la fois au gouvernement notamment, nombre d'élus qui sont des élus issus de la ruralité et que c'est un des sujets sur lesquels on travaille et on va continuer à travailler. Merci Madame la Ministre. Je passe la parole à Hubert Hoth. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à l'heure où nous travaillons au texte budgétaire avec une volonté forte de redressement de nos comptes publics et de maîtrise de nos déficits, il est essentiel d'aborder la question de l'efficacité de nos services publics et donc de l'organisation territoriale de notre pays. La recherche de recettes supplémentaires et de baisse des dépenses ne peut faire l'impasse sur l'efficacité même de la dépense publique. La loi NOTRe du 7 août 2015 poursuivait des objectifs louables. Simplifier et clarifier le rôle des collectivités, faire des territoires les moteurs du redressement économique, renforcer les solidarités territoriales. Force est de constater, 9 ans plus tard, que cette loi, à l'origine de la création des grandes régions, suscite toujours mécontentement et incompréhension. Dans l'Est et le Sud-Ouest en particulier, de très nombreux citoyens et élus locaux soulignent le sentiment d'éloignement face à de trop grosses structures régionales devenues technocratiques. Ce résultat, qui n'intègre ni la cohérence géographique ni la réalité historique, fait l'objet d'un désaveu profond. En Alsace, la consultation organisée de décembre 2021 à février 2022 révèle que 92,4% des Alsaciens souhaitent sortir de la grande région. Plus grave encore, la Cour des comptes souligne dans différents rapports combien ces régions coûtent plus cher, complexifient le millefeuille administratif et éloignent les décisions des habitants. Il découle de ce constat la nécessité de simplifier l'organisation politique et administrative de notre pays dans une logique de décentralisation et de différenciation. Madame la Ministre, des territoires sont prêts à mettre en œuvre des expérimentations pour véritablement simplifier le paysage institutionnel et faire des économies tout en favorisant une action publique locale, ciblée et adaptée. L'Alsace a ouvert la voie grâce à la loi du 2 août 2019 et à la fusion de ces deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, donnant naissance à la collectivité européenne d'Alsace. Cette collectivité particulière pose un cadre institutionnel nouveau qui ne demande qu'à voir ses compétences s'élargir afin d'amplifier l'efficience de la dépense publique qu'elle a déjà engagée. La création de la CEA a, en 2021, généré 12 millions d'euros d'économies immédiates sur les charges de dépenses courantes grâce à la fusion et à la mutualisation des moyens. La fusion des deux départements alsaciens montre clairement qu'il y a un chemin pour les économies. Il est impératif aujourd'hui de poursuivre et de prolonger ce chemin. Madame la Ministre, il faut s'attaquer à la structure même du problème. Aussi, j'aimerais entendre votre position sur la mise en œuvre de cette expérimentation de simplification en Alsace, en instituant la collectivité à statut particulier qui fusionnera le niveau départemental et le niveau régional en collectivité unique. Tentons cette expérience pour réduire le millefeuille. Ces enseignements, n'en doutez pas, profiteront à l'ensemble du pays. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. C'est bon, voilà. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Hoth. Monsieur le député, j'ai bien entendu vos commentaires sur la loi NOTRe, qui sont des commentaires qu'on a entendus assez fréquemment, et chacun se souvient des conditions dans lesquelles ce texte a été adopté il y a maintenant presque 10 ans. Alors effectivement, le rapport Woerth a travaillé sur le sujet, a fait des propositions. J'ai personnellement rencontré, vous le savez probablement, le président de la collectivité européenne d'Alsace il y a quelques jours, en marge du congrès de Ville-de-France à Célestat. Il était d'ailleurs
entourée du sénateur Reinhardt qui, comme vous le savez, suit également ce sujet. Alors effectivement, la collectivité est dotée de compétences particulières spécifiques qui est incontestablement, probablement mérite d'être évaluée. Et donc, moi, je pense qu'à ce stade, vous imaginez bien que je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui qu'on va, du jour au lendemain, créer la collectivité à statut unique. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre du rapport Woerth, on peut aller plus loin, s'interroger sur ces sujets. Je suis dans la même région que vous, puisque moi aussi, je suis une élue. Moi aussi, pardon, je suis une élue du Grand Est, puisque si vous êtes à l'est du Grand Est, moi je suis plutôt à l'ouest du Grand Est. Après, aujourd'hui, la région Grand Est existe, a un fonctionnement qui existe aussi. Donc, je pense que le rapport Woerth est le bon véhicule pour travailler autour de ces sujets. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Constance de Pellichy. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez été en responsabilité de collectivités importantes pendant plus de 10 ans et vous êtes aujourd'hui ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation. On peut donc légitimement penser que vous connaissez certainement mieux que d'autres les enjeux auxquels sont confrontées les collectivités. J'irai même plus loin, j'imagine que comme la plupart des élus locaux, vous vous êtes élevé contre le gel, voire la baisse de la DGF qui a prévalu lors du mandat de 2014, que vous avez combattu la suppression de la taxe d'habitation et que vous n'avez pas plus apprécié le pacte de Cahors. Même si nous sommes conscients du contexte, nous avons du mal à comprendre le budget que vous nous présentez. Les collectivités sont en moyenne meilleurs gestionnaires que l'État, et pourtant on rogne leurs marges budgétaires avec la création d'un fonds de réserve financé par un prélèvement sur les collectivités de 3 milliards d'euros, l'écrêtement de la dynamique de reversement de la TVA, la baisse du FCTVA, la baisse du fonds vert. À cela, on ajoute les nouvelles dépenses obligatoires telles que l'augmentation des cotisations CNRACL. Il ne peut pas y avoir de décentralisation sans moyens. Alors, en pleine remise en question honteuse de la bonne gestion des collectivités, que pensez-vous de la manière par laquelle le ministère de l'Intérieur a annoncé à certaines collectivités qu'il n'allait pas s'acquitter de ses loyers pour les gendarmeries cette année, mettant en grande difficulté les collectivités qui se sont endettées pour les construire? Que pensez-vous du prélèvement sur les recettes de fonctionnement des grandes collectivités territoriales? Est-il juste et incitatif en termes de bonne gestion? Un nombre croissant de départements sont en déficit de fonctionnement. L'équilibre entre les compétences et les recettes départementales montre ses limites. Quelles évolutions envisagez-vous pour redresser durablement leur équilibre budgétaire? Quelles sont les évolutions que vous jugez souhaitables concernant la fiscalité locale? Que pensez-vous d'un retour d'une taxe d'habitation? Iriez-vous vers un renforcement de l'autonomie fiscale des collectivités? À la suite du rapport de Boris Ravignon, qui estime le coût du millefeuille administratif à 7,5 milliards d'euros, envisagez-vous de revoir notre organisation territoriale? Par ailleurs, s'agissant des questions d'aménagement du territoire, vous louiez à l'instant les programmes tels que Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. De nombreuses communes se sont effectivement saisies de ces excellents dispositifs pour lancer de grands projets structurants. Quelle assurance leur apportez-vous quant au financement sur le court, moyen et long terme pour leurs projets? J'attire votre attention sur le fait que ces financements ne doivent pas se faire au détriment des communes plus modestes qui n'ont pas la chance d'avoir été labellisées, au risque de faire naître une France à 2 vitesses et d'accroître encore les inégalités territoriales. S'agissant de la zéro artificialisation nette, quelle méthode de travail envisagez-vous? Quels objectifs souhaitez-vous fixer à la prochaine réglementation? Avec quel calendrier? Et surtout, pour tous les documents d'urbanisme en cours de réalisation, quelle circulaire allez-vous transmettre aux préfectures et DDT? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Bon, effectivement, vous avez raison, j'ai vécu un certain nombre d'éléments et effectivement, j'ai fait partie dans l'hémicycle, comme vous aujourd'hui, des gens qui ont mis en avant un certain nombre de choses. Maintenant, je vais faire amende honorable et vous dire que j'étais comme toutes celles et ceux qui ont hurlé contre Cahors et pour autant, nous avons relevé le défi de Cahors. Comme quoi, quelquefois, vous voyez, les sujets ne sont pas aussi dramatiques qu'on veut bien le dire. Maintenant, en ce qui concerne le sujet du prélèvement sur
recettes avec la constitution donc de cette réserve, prélèvement sur l'exercice 25 et ensuite reversement sur l'exercice 2026. Le travail que nous sommes en train de faire, et c'est déjà une évolution de la copie, c'est de regarder comment, sur le reversement, il peut y avoir effectivement la valorisation de la bonne gestion. Et ça, c'est un élément extrêmement important, je crois, à mettre en avant. En ce qui concerne l'autonomie fiscale, très concrètement, il est évident que nous avons à réfléchir au pouvoir de taux des collectivités. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la TH en tant que telle, mais je l'ai dit tout à l'heure une première fois, je le redis vraiment. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille avec le CFL parce que la composition du CFL, ce sont les élus et que c'est le meilleur moyen de réfléchir ensemble à des critères qui, probablement pour certains d'entre eux, ne correspondent plus aujourd'hui à la réalité et qui nous permettraient de mieux répondre aux attentes des élus. En ce qui concerne la CNRACL, moi je vais être honnête avec vous, on s'en passerait de mettre en place ce que l'on va faire. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et je suis en partie responsable du constat parce que lorsque j'étais ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité, j'ai acté la situation dans laquelle était la CNRACL et qui est notamment liée à un phénomène qui est un phénomène sur lequel le nombre de cotisants, c'est-à-dire d'agents, est en diminution, alors que l'IRCANTEC, elle, a plus de cotisants parce qu'il y a plus de contractuels dans les collectivités et que très concrètement, si on ne fait rien, il y a juste une menace sur la capacité de versement des retraites des agents qui ont servi les collectivités. Et là, ce que j'ai fait depuis ces quelques semaines, c'est de discuter avec le gouvernement pour qu'on étale sur un peu plus dans le temps, eu égard au poids que je mesure parfaitement, qui est celui du rétablissement des comptes de la CNRACL. Mais très honnêtement, le sujet aujourd'hui, c'est la capacité de versement des retraites des agents. Donc, c'est dire si c'est un sujet extrêmement important. En ce qui concerne les départements, très concrètement, et votre voisin qui préside la commission des finances du département de la Marne connaît ça par cœur, on a un énorme sujet qui est celui des AIS. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a d'une part un effet ciseau, on a d'autre part un sujet qui est que les départements n'ont pas de capacité à maîtriser ces éléments. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite étudier les leviers et notamment regarder comment, dans la prise en compte des dépenses, on pourrait sortir les AIS, puisque le fait générateur n'est pas le département ne fait qu'assumer ce qu'on lui demande, ce qui est très concrètement un élément important. En 23, il y avait un fonds de sauvegarde qui avait été mis en place. Il y a une demande de Départements de France de renouveler. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement en ce qui concerne les départements, d'un fonds de sauvegarde pour les départements qui ont les plus grosses difficultés. Sur la question que vous avez bien voulu poser sur le ZAN, très concrètement, pour tout dire, je vois Madame Létard demain pour que nous puissions travailler ensemble sur le sujet. Je crois qu'il est important que je redise devant votre commission qu'il ne faut pas lire dans la volonté d'assouplissement le grand soir du ZAN. Ça n'est pas le sujet. Nous sommes bien dans une volonté de préservation de nos espaces naturels, de maîtrise de notre souveraineté alimentaire qui passe par le respect de nos terres. Nous sommes bien donc dans une logique qui est une logique d'assouplissement liée au sujet de logement, liée au sujet de développement économique. Et donc, on aura l'occasion de faire un certain nombre de propositions que nous aurons à discuter avec les parlementaires que vous êtes. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je donne la parole à Marcelin Nadeau. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je me souviendrai toujours de ce titre d'un article du Canard enchaîné lors des premiers événements Kanaki Nouvelle-Calédonie, les DOM tonnent. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Outre-mer tonnent. Après la Kanaki Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, actuellement la Martinique, qui connaît une situation particulière dont on peut l'expliquer par la réalité du modèle économique, où l'État ne joue pas toujours son rôle
pour réguler les monopoles et les oligopoles qui font les prix chez nous. Et c'est aussi dû à une question de moyens en termes de contrôle. Il y a très peu de contrôleurs pour effectuer les contrôles nécessaires. Ça c'est un premier élément d'inégalité structurelle. Je pourrais bien sûr lister toute une série de secteurs. C'est la santé. D'ailleurs, Madame la ministre, lorsque vous étiez ministre de la Santé, j'ai eu l'occasion de vous interpeller sur l'absence de structure dans nos pays. Je parle notamment aux UMD, unités pour malades difficiles. Je parle aussi des structures de prise en charge médicale en prison, ce qui n'est pas de nature à aider à régler les problèmes de violence que nous avons connus encore ces derniers temps. Et je me pose la question de savoir comment vous ferez, en plus, pour répondre à ces demandes et à ces besoins, lorsqu'on sait que nos moyens budgétaires de la mission Outre-mer ont été substantiellement diminués. Oui, effectivement, il y a rupture d'égalité aussi sur la question de l'eau, hein, quand on voit aussi l'état sanitaire de l'eau dans certains de nos pays, la régularité de la fourniture en eau, on l'a vu à Mayotte, le niveau des installations. Bref, la rupture d'égalité est une réalité, mais elle passe aussi par l'inégalité dans la considération. Dites-moi, Madame la Ministre, comment vous pouvez expliquer qu'après plus de mois de mouvement social quasi explosif, que nous ayons eu la visite d'aucun ministre. Et comme le dit si bien le leader du mouvement citoyen qui mène le mouvement La lutte contre la vie chère, et pourtant il y a un ministre des Outre-mer. Ce n'est pas un ministre de l'Alaska, que je sache. Donc pourquoi il ne trouve pas les moyens d'y aller? Après, je veux faire le lien entre, effectivement, cette question de cherté de la vie et notre capacité à produire. Parce qu'effectivement, il faut en finir avec un modèle économique de la dépendance par rapport à l'Europe et à la France. Dépendance sur le plan alimentaire. Ça suppose effectivement que nos moyens de produire, notamment en termes d'agriculture vivrière, soient substantiellement augmentés. Mais comment faire lorsqu'on voit, à travers le programme 162 et l'action 8, comment on peut faire lorsqu'on connaît aussi les faibles moyens d'accompagnement de nos producteurs, notamment les produits, par rapport notamment à la question du chlordécone? Comment faire quand on voit le peu de moyens alloués à la lutte contre les sargasses pour aider et accompagner nos marins pêcheurs qui peuvent aider à cela? Donc, bref, une série de questions qui se posent, que nous nous posons, et par rapport auxquelles nous attendons des réponses concrètes de l'État et en l'occurrence de vous ici ce soir. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci. Alors, hop, on va couper. Allez. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Alors, évidemment, d'abord, je voudrais insister sur le point que vous avez bien voulu mettre en avant, qui est la considération et le respect. Très concrètement, je comprends l'attente qui est la vôtre de la visite du ministre des Outre-mer et je ne manquerai pas évidemment de le lui répéter parce que très concrètement, dans le portefeuille qui est les miens, je n'ai pas les Outre-mer. Les Outre-mer sont sous la responsabilité du ministre auquel vous avez fait allusion. Alors, il n'en reste pas moins vrai que j'ai pris le point que vous avez bien voulu mettre en avant sur les moyens en termes de contrôle, parce qu'effectivement, je pense que c'est incontestablement l'une des réponses. Derrière, le sujet de l'eau est un sujet dans les Outre-mer, comme c'est un sujet partout, aussi bien dans l'Hexagone que dans les Outre-mer. Sur la santé, moi je me souviens lorsque j'ai été en charge de la santé, avoir notamment travaillé sur le sujet à Mayotte de la vaccination qu'on a géré dans un temps qu'on a essayé de faire le plus court possible pour répondre au problème médical qui était celui que vous avez bien voulu évoquer. La ministre de la Santé va incontestablement reprendre. J'avais eu l'occasion de recevoir le président Letchimy pour faire un tour d'horizon avec lui sur les sujets qui étaient les sujets hospitaliers de la Martinique. Et très clairement, je pense que là-dessus, il y a effectivement des plans d'action à mener, territoire par territoire. Et ça, effectivement, c'est chacun des ministres, dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, de le faire. J'entends bien évidemment chacun des éléments. La souveraineté alimentaire, je partage. Je pense que la meilleure des réponses, c'est effectivement d'apporter des réponses en termes de structuration des filières qui permettent à ce moment-là d'avoir la nécessité et l'autonomie nécessaire sur chacun des territoires. Je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels on devrait trouver des réponses. Et en tout cas, je pense que c'est le sens dans lequel le gouvernement doit aller.
Merci Madame la Ministre. On va passer aux questions de 1 minute. Il y en a 13. Je vais prendre les 13 questions à la suite. Donc nous démarrons avec Aurélien Dutremble pour 1 minute. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai pu vous alerter il y a quelques semaines dans une question écrite sur la coupe budgétaire des 50 millions d'euros envisagée dans le budget 2025 sur le contrat de la présence postale. Le Premier ministre a tenu à rassurer les élus et nos compatriotes que la participation de l'État serait finalement préservée. Ouf, enfin, nous pouvons respirer, mais jusqu'à quand ? En Saône-et-Loire, ce sont 164 bureaux de poste dans les villages qui risquaient de fermer, 164 communes et leurs habitants que vous alliez priver de bureaux de poste. Madame la ministre, quand vous supprimez encore et toujours des services dans la ruralité, ce sont nos compatriotes qui finissent par être malmenés et négligés. J'ai 2 questions à vous poser. La première, concernant la présence postale, nous sommes sauvés jusqu'à 2026, mais jusqu'à quand ? La seconde, lors de votre visite à Mornan, dans le Rhône, le 12 octobre, vous avez déclaré « plus on arrivera à mutualiser, plus on fera des économies ». Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut encore faire des économies sur le dos de la France rurale et des territoires ? Vous avez déjà tout pris, vous avez déjà tout fermé, et en 2025, ce sont 5 milliards d'économies que vous faites sur le dos des collectivités. Je vous remercie. Je donne la parole à David Magnier. Madame la Ministre, dans le projet de loi de finances pour 2025, les collectivités territoriales sont appelées à contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros à l'effort d'économie nationale, alors que même qu'elles assument environ 60% des investissements publics en France. Un grand nombre d'élus locaux se disent contraints de réévaluer leurs priorités budgétaires en raison de la hausse continue de charges énergétiques. Vous avez déclaré le 15 octobre dernier que la DGF, source importante de financement pour les collectivités, nécessitait une révision. Or, un soutien financier adapté et ajusté aux réalités locales, notamment par le maintien et l'amélioration des dotations, est crucial pour que chaque territoire puisse assumer ses missions de service public de manière efficace et équilibrée. Madame la Ministre, comment allez-vous garantir que les collectivités les plus en difficulté reçoivent un soutien adéquat et proportionné à leurs besoins ? Quelles mesures concrètes le gouvernement prévoit-il pour garantir que la DGF, bien que stable, suffise à couvrir les dépenses croissantes des collectivités, et comment allez-vous assurer que les collectivités, qu'elles soient urbaines ou rurales, reçoivent un soutien financier proportionné à leurs besoins spécifiques ? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Julien Guibert. Oui, Madame la Ministre, dans le cadre de votre responsabilité en matière de cohésion des territoires, et en particulier du plan France Ruralité, vous vous engagez à améliorer l'accès à la santé dans les zones rurales avec des mesures telles que la généralisation du service d'accès aux soins et le déploiement d'équipes mobiles d'urgence. Ce plan comprend également l'installation de 100 médicobus d'ici la fin 2024 pour répondre aux besoins de proximité en soins. Cependant, je tiens à souligner que mon territoire, la Nièvre, est aujourd'hui dépourvu de médicobus et ne bénéficie pas d'équipes mobiles d'urgence. Les urgences de Clamecy sont actuellement d'ailleurs fermées et celles de Decize font face à des fermetures très régulières, accentuant le sentiment d'isolement médical pour nos habitants. Ma question est donc la suivante. Quelles actions concrètes envisagez-vous, en collaboration avec Mme Darrieussecq, pour répondre aux urgences de santé dans la Nièvre et combler les manques criants en termes de solutions médicales d'urgence dans notre territoire ? Et à quand le déroulement du plan France Ruralité dans notre département de la Nièvre ? Merci. Merci. Je donne la parole à Sylvie Ferrer. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 8 novembre 2023, notre commission auditionnait l'ancienne secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Je dis ancienne parce qu'il n'y en a pas eu de nouvelles. Je l'avais alors questionnée sur la prise en charge des opérations mises en place pour une lutte efficace contre le frelon asiatique par les collectivités territoriales. La secrétaire d'État m'avait fait alors l'éloge du fonds vert qui permettait de soutenir les actions de nos élus locaux en la matière. Au vu des réductions draconiennes imposées par le gouvernement au budget, avec notamment un coût de rabot de 60% du fonds vert dédié à la transition écologique, sa réponse n'est plus d'actualité, mais ma question, si. Madame la Ministre, au bout du compte, qui seront les grands perdants ? Les apiculteurs qui voient leur cheptel décimé, mais aussi le service écosystémique de pollinisation, ou les collectivités qui devront financer sans ressources. Merci Madame la députée. Je donne la parole à Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Madame la Ministre, nos collectivités territoriales doivent prendre en charge de plus en plus de compétences pour pallier les carences de l'État, tout en maintenant des services publics essentiels pour répondre aux besoins des habitants. Pourtant, elles doivent aujourd'hui composer avec des moyens réduits, malgré l'augmentation de dépenses subies et contraintes par des décisions du gouvernement.
D'une part, elle revalorise le salaire des fonctionnaires et le RSA, et de l'autre, le gouvernement s'attaque à leurs recettes en réduisant leur capacité à lever l'impôt, suppression taxe habitation et de la CVAE. En 2024, l'épargne brute des collectivités devrait baisser de 8,7% et leur épargne nette de 15,8%. Une situation accentuée par la hausse des dépenses de fonctionnement, plus 4,4%, qui dépasse largement celle de leurs recettes, plus 2,3%. Vous le savez, la réduction de 60% du fonds vert et le gel de la TVA ajoutent une pression budgétaire supplémentaire. Comment pouvez-vous justifier un tel désengagement au risque de fragiliser les services publics locaux dont dépendent nos concitoyens? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Sébastien Imbert. Oui, merci. Madame la ministre, il est prévu dans le projet de loi de finances 2025 de réaliser des économies sur le dos des collectivités avec un effort demandé de 5 milliards d'euros qui impactera notamment les communes avec par ailleurs une réduction du fonds de compensation de la TVA. Ces choix budgétaires vont nécessairement avoir des répercussions sur la capacité d'investissement de nos collectivités et entraîneront donc un effet négatif pour l'économie. Or, si des pistes d'économie sont à identifier, elles devraient l'être davantage dans le millefeuille territorial évalué à plus de 7 milliards d'euros dans un rapport remis au gouvernement en mai 2024. On sait par exemple que la fusion des régions a entraîné 200 à 300 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Alors Madame la Ministre, au-delà de la question alsacienne qui a été évoquée, pouvez-vous envisager à moyen terme un retour aux anciennes régions et plus généralement mener une réflexion sur notre administration territoriale illisible qui devrait se réorganiser autour du triptyque commune, département, État pour retrouver une gestion en proximité? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Vincent Decker. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite évoquer à mon tour l'effort demandé aux collectivités locales au titre de leur contribution au redressement des finances publiques, un sujet déjà abordé par plusieurs intervenants, mais je souhaite attirer votre attention sur la situation particulière des départements qui connaissent, avant même d'être mis à contribution, une situation extrêmement critique, vous l'avez rappelé d'ailleurs, en raison de la forte hausse des dépenses sociales dont ils ont la charge, une hausse conjuguée à un effondrement du produit des DMTO. À titre d'exemple, pour un département comme le Cantal, que je connais bien pour l'avoir présidé pendant 16 ans, les perspectives sont plus que préoccupantes, avec une recette des DMTO d'à peine 12 millions d'euros, en baisse de 30%, et une épargne nette qui pourrait, à très court terme, devenir négative si sa contribution devait être confirmée. Au regard de leurs spécificités, à savoir qu'ils ne maîtrisent pas leurs dépenses sociales, il me semble indispensable de reconsidérer le principe même de leur contribution. Vous vous êtes dit ouverte à des solutions qui pourraient naître du débat en séance. Je forme le vœu que les demandes légitimes des départements puissent être prises en compte. Merci, monsieur le député. Monsieur Jean-Yves Bonny. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez fait référence au rapport remis au gouvernement de Boris Ravignon, qui évalue, ça a été dit par plusieurs de mes collègues, qui évalue à plus de 7 milliards le coût du millefeuille administratif en France. Ce rapport s'intéresse au plus haut point au financement croisé. À votre avis, faut-il mettre fin à cet enchevêtrement de compétences? Est-ce une piste pour faire des économies? D'autre part, Madame la Ministre, vous voulez renouer la confiance avec les collectivités locales tout en leur faisant avaler la potion amère de la nouvelle rigueur budgétaire. La Cour des comptes suggère elle-même ainsi de supprimer 100 000 emplois dans les collectivités pour économiser 4 milliards d'euros par an. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci, monsieur le député. Madame Justine Gruet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les Français aspirent à une facilitation de leur quotidien, tant dans leur accès aux services publics que dans la simplification des démarches pour les particuliers ou les professionnels. Chacun est prêt à faire des efforts dans leur champ d'action et les Français sont en droit de demander plus d'efficience dans les collectivités. Je prendrai l'exemple du plan vélo. Il existe au niveau de l'État, au niveau de la région en termes de mobilité, au niveau du département peut-être sur le volet tourisme, au niveau des EPCI dans leurs compétences de mobilité et enfin au niveau communal dans l'aménagement de la voirie. Donnons très clairement plus de visibilité à nos concitoyens. J'ai une question à laquelle j'espère que vous pourrez répondre favorablement. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner aujourd'hui, ou tout du moins mettre en œuvre un audit du coût de la fusion des régions, à savoir quel était le budget de fonctionnement avant 2015, après 2015 par région, et enfin le nombre d'agents avant et après cette fusion. Nous sommes en train de vivre un tour de vis auprès des collectivités et j'aimerais que chaque élu local au sein d'un exécutif soit capable de diminuer son budget de fonctionnement et non d'investissement pour arriver à continuer d'avoir une activité économique auprès des travaux publics et de l'ensemble des entreprises de notre territoire. Merci. Merci Madame la députée. Je donne la parole à Jean-Pierre Tête. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre,
Suite à la suppression de la taxe d'habitation, je porte une idée avec les 122 maires de ma circonscription, celle de la mise en place d'une contribution territoriale universelle, un impôt local, dont s'acquitteraient tous les administrés. Les maires sont évidemment favorables à cette idée. En tant qu'élu local d'expérience, puis-je avoir votre sentiment sur cette proposition? Je vous en remercie. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à Anaïs Sabatini. Madame la ministre, le projet de ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan représente un enjeu crucial de cohésion des territoires et de décloisonnement. Le projet de ligne à grande vitesse est en discussion depuis plus de 30 ans. Avant d'envisager la création de nouvelles lignes à l'horizon 2045, il est essentiel de donner la priorité aux lignes inachevées. Madame la ministre, pouvez-vous clarifier et garantir le calendrier de la mise en place de ce tronçon? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Jean-Victor Castor. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous parle de la Guyane. Au moment où on en échange, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont des difficultés parce que les fleuves sont à sec. Mon collègue parlait tout à l'heure de considération. Le choix qui a été fait, c'est de laisser le chaos s'installer en Guyane. Pollution, intoxication des populations par le mercure, déforestation, enclavement total des populations. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on réclame qu'il y ait un CHU avec un hôpital neuf. On est en train de faire du bricolage, à construire des bâtiments sur des parkings, à mettre des mobilhomes dans le cadre de la mise en place d'un CHU. En fait, sur toutes les questions, la question de l'autonomie, c'est non. La question de désenclaver 7 communes sur 22, c'est non. Toutes les réponses sont négatives. Donc, le choix, il est simple. Et nous avons, avec cette commission, donc, réalisé un rapport en décembre 2023. Je vous invite à le lire, mais surtout à apporter des réponses immédiates par rapport à la crise qu'il y a en ce moment même par rapport aux populations du fleuve. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je n'ai pas vu dans le PLF 2025 de crédits alloués aux territoires littoraux pour faire face à l'érosion côtière. Aussi, permettez-moi de vous préciser qu'ayant coordonné les travaux du Comité national du trait de côte, nous avons proposé des modalités de financement sans impact sur le budget de l'État. Ces modalités sont traduites par des amendements au PLF 2025. Il s'agit en premier lieu de la création du fonds érosion côtière. Ce fonds sera abondé chaque année par une taxe additionnelle de 0,01% au DMTO pour une recette potentielle de 30 millions d'euros. Également par une taxe sur les exploitants de plateformes de location touristique de courte durée pour une recette de plusieurs centaines de millions d'euros. Les collectivités seraient autorisées à majorer de 20 euros la taxe GEMAPI visant à réaliser des travaux pour lutter contre la mer, majoration optionnelle. Les établissements publics fonciers pourraient augmenter la TSE de 20 à 40 euros pour faciliter les acquisitions et les opérations d'aménagement et de recomposition des territoires littoraux. Les maires littoraux et leur population attendent ces nouveaux dispositifs financiers. Peuvent-ils, Madame la Ministre, avoir votre soutien? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Et enfin, je donne la parole à Peyo Dufaux. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je pense que nous avons besoin, ici au milieu, de mesures sur mesure. Je vous explique. L'écotaxe avait été rejeté par la Bretagne à l'époque, car impactant l'économie bretonne. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, en Alsace, on est en train de mettre en place une écotaxe. Nous, au Pays Basque, nous sommes traversés par un flux continu de 12 000 camions par jour, qui ne sont qu'en transit. Ils n'ont aucun impact positif sur notre territoire, si ce n'est la pollution. Donc, la question est simple. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'une écotaxe, sachant que notre syndicat de mobilité dans lequel je siège manque cruellement de moyens? J'ai bien entendu votre démarche par rapport au versement en mobilité. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a des pollueurs qui passent chez nous et qui ne laissent aucune trace, sinon néfaste. Donc, nous avons besoin de davantage d'argent pour ça. Est-ce que vous êtes favorable à étendre le modèle qui se fait en Alsace de manière à ce qu'on puisse le reproduire ailleurs aussi? Nous en avons besoin. Merci. Merci Monsieur le député. Je donne la parole à Madame la Ministre pour qu'elle réponde. Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur Dutremble, en ce qui concerne la présence postale, plusieurs éléments que je voudrais mettre en avant. Le premier, je voudrais rappeler que 15% des France Services sont des agences postales. Au-delà de cet élément, effectivement, les 50 millions ont été remis sur le sujet. Maintenant, on ne va pas se mentir,
Le sujet de la présence postale, c'est globalement le sujet de l'évolution de la poste. J'ai vu le président Val il n'y a pas si longtemps. Notre difficulté, chacun d'entre nous le sait, c'est qu'il y a de moins en moins de courriers. Et une des questions qui va se poser, c'est pas du tout de supprimer, c'est comment, quand je parlais de mutualiser, c'est comment les facteurs, et d'ailleurs il y a des formations qui existent, comment les facteurs ont d'autres activités. Vous avez des portages à domicile de repas, vous avez des accompagnements des seniors avec simplement de la visite tous les jours chez les seniors qui permettent de garder cette présence, parce que ce qui est au-delà du dépôt du courrier, ce qui intéresse tout le monde, c'est la présence humaine vis-à-vis de personnes isolées dans la ruralité. Et donc toute la question qu'il faut que l'on arrive à maintenir et qu'on arrive à discuter, c'est celle précisément, probablement d'une redéfinition, qui n'est pas de supprimer la présence, qui est de regarder comment justifier cette présence avec des services qui ne sont pas juste la distribution du courrier. C'est en tout cas autour de ça qu'il faut probablement avancer, parce que oui, la présence sur tous les territoires est un élément extrêmement important. Il y a un autre point que vous n'avez pas évoqué, mais que je me permets de mettre dans la discussion, qui est largement aussi lourd, voire beaucoup plus lourd, c'est celui de la distribution de la presse quotidienne. Et pour autant, c'est un point très important, parce que là aussi, c'est souvent, quand le facteur ne distribue pas de lettres, il distribue le journal. Le journal, c'est le maintien avec la vie du territoire. Et c'est un service qui est un service, il faut se le dire, très déficitaire et qui nécessite d'être regardé. Mais j'insiste là-dessus parce que, comme vous, je suis très attachée à ces éléments-là. Et il y a la réalité économique, mais il y a surtout la réalité présentielle, et je suis très attachée à la réalité présentielle. Monsieur Magnier, très concrètement, le soutien au fonctionnement, l'indice de fragilité, je rappelle que c'est ce qu'on regarde pour les collectivités, avec des dotations qui sont maintenues, la dotation de solidarité rurale, la DSU, les fonds de péréquation sont également des éléments qui sont regardés. Donc je pense que très concrètement, on regarde d'abord l'indice de fragilité avant de regarder comment on prélève. Monsieur Guibert, sur la Nièvre, alors plusieurs éléments. Je prends le point sur lequel effectivement il n'y a pas de bus. Sauf erreur de ma part, en matière d'urgence, il y a un lien avec Dijon. Moi, je me souviens être allé visiter Dijon, et à Dijon, il y avait un système de sas et d'accueil et de réponse autour de la Nièvre. Je ne dis pas que c'est satisfaisant, mais c'était une situation de crise qui permettait de répondre au sujet. Donc là-dessus, je pense qu'il faut effectivement qu'on continue, avec notamment le sujet des maisons de santé, de façon à avoir des réponses qui soient des réponses au plus près des habitants. Madame Ferrer, sur le fonds vert, je l'ai dit, il y avait effectivement 2,5 milliards au budget 2024. Tout de suite, ça a été gelé. Et quand je regarde le consommé 23, c'est 1,7 milliard. Il y a en 25 1 milliard d'euros. Donc ce milliard d'euros avec derrière d'autres approches comme la décile et autres qui permettent d'apporter des réponses. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de crédit. Il y en a moins, mais il y a des crédits. Et je connais ce sujet qui est extrêmement important, parce qu'il n'est pas d'ailleurs que vis-à-vis des abeilles, il est également un sujet qu'on peut avoir même dans des secteurs qui sont des secteurs de périurbanité, où on a des frelons asiatiques. Et moi, je me souviens de débats dans ma collectivité, je vous le dis tel que je l'ai vécu. Le frelon asiatique, il est au bout d'un grand jardin de quelqu'un, mais il est à côté de la terrasse du voisin. La question, c'est qui prend en charge la destruction du nid dans ce type de situation. Ça fait partie des difficultés sur lesquelles, je ne le cache pas, il y a des réponses à trouver en matière de financement qui ne sont pas simples. En ce qui concerne monsieur Imbert, le financement du millefeuille territorial, moi je pense que le bon véhicule, c'est le rapport Woerth, qui est fait. Alors je ne sais pas, vous avez, vous dit, commune, département, État, ce qui laisse entendre que vous supprimez la région. Je ne sais pas si c'est l'atterrissage, mais en tout cas qu'il y ait une réflexion autour de ça, c'est en tout cas le sens du rapport Woerth, et notamment le rapport Woerth revient sur la notion du conseiller territorial, par exemple. Monsieur Descoeur,
Vous avez mis en avant le sujet des départements et je reconnais bien là l'ancien président du département. Très concrètement, vous l'avez entendu, j'ai dit combien nous souhaitions faire des ouvertures à la fois sur la prise en compte des AIS, mais également sur les DMTO. On est également sur une réflexion sur la rétroactivité du FCTVA. Donc vous voyez, il y a plusieurs éléments qui pourraient incontestablement faire l'objet de réponses dans le cadre des débats. Monsieur Bonny, le rapport Ravignon, pour être très concrète, moi, j'ai proposé à Boris Ravignon de travailler au sein de mes équipes. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'il devienne très concrètement réalité. Maintenant, sur les emplois dans les collectivités territoriales, vous avez vu que pendant les questions au gouvernement, mon collègue Guillaume Gasparion a été très interrogé sur le sujet. Très concrètement, les jours de carence, ce sont des jours de droit public. Donc, c'est déjà incontestablement des éléments qui était dénoncé par la Cour des comptes sur son rapport 2023 sur l'absentéisme. Donc là, il y a là déjà des premières approches. Madame Gruet, sur la demande d'audit de la fusion des régions, bien sûr qu'il faut évaluer, il faut regarder tous les aspects, le coût des fusions, harmonisation des salaires, les différents locaux, les économies, les mutualisations qui ont potentiellement été permises, s'il y en a. Enfin, il faut les chercher en tout cas. Les améliorations de services aux habitants. Est-ce que la qualité de service a été harmonisée? Est-ce qu'on a pris, est-ce qu'on fait mieux, est-ce qu'on fait moins bien? Exemple, les transports. En tout cas, je pense que l'évaluation doit être totale, c'est-à-dire les plus, les moins, pour avoir une balance qui nous permette de regarder ce qu'il en est. Jean-Pierre Tête, la notion d'impôt local. Alors, moi, je crois qu'il y a une réflexion à se poser, à poser. Cette réflexion à poser, elle est sur le fait que rien n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paie à un moment et que quelque part, est-ce que nos concitoyens ne doivent pas être associés au coût des services qu'ils utilisent? C'est incontestablement un débat qu'il faut ouvrir et je crois que c'est un principe de réalité que de l'ouvrir. Donc, j'y suis à titre personnel tout à fait favorable. Madame Sabatini, le projet de ligne à grande vitesse, aujourd'hui, l'objectif, c'est déjà d'aller effectivement terminer ce qui n'est pas achevé. Donc, bon, après, vous connaissez comme moi, mieux que moi d'ailleurs, les situations locales, les oppositions qu'il peut y avoir sur certaines d'entre elles. Mais incontestablement, je crois que c'est une notion majeure d'aménagement du territoire. Monsieur Castor, je regarderai, je ne connais pas le rapport de décembre 23, je le regarderai évidemment avec beaucoup d'intérêt. Comme je l'ai dit à votre collègue, très concrètement, effectivement, ce sont des sujets qui relèvent du ministère des DOM-TOM, mais ça n'interdit pas que l'ensemble du gouvernement s'intéresse bien évidemment à ces sujets. Madame Panon-Nacle, je vous l'ai dit ce matin, aujourd'hui, il n'y a pas d'arbitrage. Alors, je parle au nom d'Agnès Pannier-Runacher, puisque on est chez Agnès Pannier-Runacher. La création de la taxe additionnelle à la DMTO, c'est une proposition qui mérite en tout cas d'être regardée, puisque on voit bien que les évolutions sur le trait de côte vont avoir des conséquences non négligeables. Et donc, là-dessus, on peut avoir un sujet pour le secteur du logement, clairement. Après, est-ce qu'il ne faut pas retravailler sur la taxe foncière pour moins de variabilité des recettes? En tout cas, il y a quelque chose à regarder sur la notion incontestablement de fiscalité. Sur la GEMAPI, je pense qu'on peut laisser la liberté aux communes de déterminer le montant de la taxe additionnelle à condition qu'on ait un projet déterminé en fonction du risque observé. Je pense que, mais là-dessus, il y a probablement à travailler sur le sujet. Je pense que le débat parlementaire sera incontestablement l'occasion de... Mais il faut... c'est le sens des amendements que vous avez déposés. C'est d'ouvrir... C'est l'objet de ce type d'amendement, c'est d'ouvrir la discussion. Monsieur Dufaux, j'ai eu cette discussion avec le président Rousset la semaine dernière, pour tout vous dire. Et très concrètement, je me permets de vous dire que la région Grand Est a pris toutes les routes nationales. Et c'est parce que la région Grand Est a pris les routes nationales qu'elle a la capacité de revenir sur cette notion. Donc c'est là où il y a une vraie différence. Et je sais que, pour en avoir parlé avec lui, que le président Rousset, à ce stade, ne veut pas prendre les routes nationales. D'accord.
Il faut peut-être, je vais en reparler avec François Durouvray, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut peut-être continuer à travailler. Bien, merci beaucoup Madame la Ministre. Merci pour vos réponses, en particulier sur la différenciation des territoires, la contractualisation avec les collectivités, le partenariat, la proximité, notamment avec les maisons France Service. Grâce à votre expérience d'élu local, je suis persuadée que vos propositions pour les territoires ruraux et leur prise en compte seront précieuses et nous prendrons toute notre part avec vous dans le nécessaire dialogue entre le gouvernement et le Parlement sur les défis d'ampleur qui sont devant nous en matière d'aménagement du territoire. Chers collègues, prochaine réunion demain matin à 9h30 pour l'examen des crédits de la mission Cohésion des territoires, avis sur l'aménagement du territoire. Je vous remercie.